Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à l'écoute du magazine d'information de la rédaction de la THM, Le Monde en 30 minutes. Tout de suite, le sommaire. Vente d'Air Transat à Air Canada. OK, dit la Cour supérieure du Québec. Sommet du G7, résumé. Critique de la délégation états-unienne. Aide pour l'Amazonie. Le Brésil dit oui, mais pose ses conditions. Coup de tonnerre politique. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson suspend le Parlement britannique. Et puis en Haïti, Normil Rameau remplace Michel-Ange Gédéon à la tête de la police nationale de ce pays. Les détails de ces titres et d'autres nouvelles en développement dans quelques instants. Vous ne bougez pas s'il vous plaît. Compas sans frontières. Compas sans frontières. Tous les samedis soirs, 18h. Sur la THM. La télé à votre La image. télé à votre image. Bien géré tous les samedis. 19h. Sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en deux parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité. Sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. Comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs, avant de passer au développement des titres que nous vous avons présentés il y a quelques instants, notre collaboratrice Linda Chéry n'est pas en plateau avec nous aujourd'hui. Elle est restée clouée au lit dû à des petits problèmes de santé, des petits pépins de santé. Nous lui souhaitons de se remettre rapidement sur les pieds. L'actualité, c'est la Cour supérieure du Québec qui vient de délivrer une ordonnance d'approbation sur le plan d'arrangement entre Air Canada et Air Transat. Cette vente qui a été entérinée il y a quelques semaines par les actionnaires sur une forte majorité. Tout cela donc est tributaire également du Bureau de la concurrence qui devra dans 250 jours décider si tout va bien et si on pourra poursuivre avec cette vente. Tout ça doit démarrer le 4 novembre prochain. L'actualité, c'est la société d'État, mesdames, messieurs, l'Auto-Québec qui a annoncé une baisse de ses profits au premier trimestre de 6,2% par rapport à la même date l'année dernière où c'était à 4,4%. La société a engrangé des bénéfices de 337,4 millions de dollars, contrairement à l'exercice 2018-2019 où c'était de 686,2 millions de dollars. L'actualité également, c'est le chef du Parti conservateur qui se retrouve sous la lumière rouge de l'organisation Pro-Vie pour avoir déclaré qu'il s'opposerait à toute initiative de ses députés qui voudraient rouvrir le débat sur l'avortement. Cette organisation Pro-Vie a l'habitude de consacrer des lumières rouges à ceux qui sont en faveur de l'avortement, des lumières vertes à ceux qui sont contre l'avortement et une lumière jaune pour les gens qui sont ambigus dans leur position relativement à l'avortement. La délégation des États-Unis a vertement critiqué l'initiative du président français Emmanuel Macron, hôte du dernier sommet du G7 à Biarritz en France, pour le fait qu'il ait invité une douzaine d'autres chefs d'État à l'événement. Et la cerise sur le sundae est arrivée au moment où
le ministre iranien Mohamed Javad Zarif des Affaires étrangères est arrivé au sommet du G7 à Biarritz. Compte rendu de nos confrères d'Euronews. Quand est-ce qu'un sommet du G7 cesse d'être un sommet du G7 ? Quand l'hôte invite une douzaine d'autres chefs d'État à la fête. C'est l'une des critiques de la délégation américaine envers le président français Emmanuel Macron, accusé de s'être éloigné des sentiers battus et de s'être fixé un agenda de niche au lieu de s'en tenir à l'économie mondiale. Et la venue surprise du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif à Biarritz, n'a fait qu'accroître cette irritation. L'initiative diplomatique de Macron a déstabilisé les Américains. Il n'est pas évident de dire si les efforts du dirigeant français pour apaiser les tensions entre Washington et Téhéran ont eu un effet, même si cela valait la peine d'essayer, comme l'a souligné Javad Zarif. En parallèle, ces deux hommes auraient réussi à aplanir les choses entre eux après des échanges tendus la semaine dernière à propos du Brexit, du backstop nord-irlandais, de l'éventuel no deal. Mais aucune avancée réelle, juste d'aimables mots. C'est une démonstration de la proximité de la Grande-Bretagne avec nos amis européens qui va continuer après le 31 octobre, peu importe ce qu'il se passe. Oui, je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est le bon état d'esprit. Et Boris Johnson en a aussi profité pour faire du charme à l'autre Donald. Il espère nouer des relations commerciales privilégiées avec Washington pour amortir le choc du Brexit. L'imprévisible Trump l'a appuyé. Il y aura un accord commercial très important, plus important que jamais avec le Royaume-Uni. Et maintenant, ou à un moment donné, il n'y aura plus d'obstacles. Les Britanniques n'auront plus d'encre autour de la cheville. À l'agenda du G7 du président français, cette rencontre aussi avec plusieurs dirigeants africains, avec qui il a notamment évoqué les inégalités. Et puis les incendies en Amazonie ont bien été abordés, ce qui a provoqué une crise avec le Brésil, mais aucune mesure concrète ne sont sorties du G7 pour l'instant. Plusieurs dirigeants doivent tenir des points presse dans l'après-midi pour clore ce sommet, mais comme prévu, il n'y aura pas de déclaration commune finale. Cela n'aurait aucun sens, selon Emmanuel Macron. L'actualité nous amène aux États-Unis, où le locataire de la Maison-Blanche vient de lancer un nouveau commandement américain de l'espace. L'objectif de cette 6e branche de l'armée américaine sous la gouverne du Pentagone, c'est de dissuader et défendre l'Amérique, comme vous le savez déjà, qui est devancée dans ce domaine par les Russes et les Chinois, mesdames, messieurs. Par ailleurs, il se pourrait qu'il y ait une rencontre entre le président Donald J. Trump et son homologue iranien Hassan Rouhani. Il a estimé, M. Trump, que cette dernière rencontre pourrait s'organiser dans les prochaines semaines. Un récit de nos confrères d'Euronews. Une avancée en clôture du G7 sur le sujet brûlant qui plus est, celui du nucléaire iranien. Emmanuel Macron et Donald Trump ont confirmé ce lundi la possibilité d'une rencontre prochaine entre les dirigeants américains et iraniens. Coup gagnant pour le président français qui a rencontré le chef de la diplomatie iranienne en marge du sommet. Ce que j'ai dit au ministre Zarif et ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani, c'est que s'il acceptait une rencontre avec le président Trump, ma conviction est qu'un accord peut être trouvé. Pour Donald Trump, la rencontre pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, à condition que Téhéran renonce à enrichir l'uranium à des niveaux non autorisés. Ils doivent être bons joueurs, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, parce que s'ils le font, ils devront faire face à une force vraiment très violente. Je pense donc qu'ils vont bien se comporter. Autre avancée, la guerre commerciale, alors qu'une réforme de l'OMC a été prônée par Emmanuel Macron, fidèle au multilatéralisme, les discussions avec Pékin vont bientôt reprendre, s'est félicité Donald Trump, malgré la récente passe d'armes sur les droits de douane. Le président Xi est un grand dirigeant qui se trouve être un homme brillant et il ne peut pas perdre 3 millions d'emplois en très peu de temps. Je pense qu'ils veulent trouver un accord. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le choix et je ne dis pas ça comme une menace. Le climat est resté au second plan de cette conférence de presse en guise de passage de relais. Le prochain G7 se tiendra à Miami. Le gouvernement du président brésilien Jair Bolsonaro a finalement dit oui à une aide étrangère sur l'Amazonie qui brûle. Mais la condition sine qua non, c'est que son gouvernement puisse gérer les fonds. De notre côté,
La situation reste au beau fixe. Les invectives et les insultes entre le président Bolsonaro et le président Emmanuel Macron de la France, ces invectives battent leur plein. Portrait de la situation par nos confrères. Le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière venant de l'étranger pour lutter contre les incendies en Amazonie, mais à condition de contrôler les fonds. La veille, le président brésilien Jair Bolsonaro avait rejeté l'offre de 20 millions de dollars du G7. Le problème avec la France semble toutefois rester entier. Tout d'abord, M. Macron devrait retirer les insultes qu'il a proférées à mon encontre. D'abord, il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte. Pour être clair, si l'on doit accepter quoi que ce soit de la France avec les meilleures intentions possibles, Emmanuel Macron doit d'abord retirer ses propos. Ensuite, nous pourrons discuter. Pendant que le Brésil semble tomber dans une polémique sans fond, les présidents du Pérou et de la Colombie ont proposé une réunion d'urgence au pays de la région amazonienne. Elle aura lieu le 6 septembre prochain. En attendant, le défrichage sauvage continue, dénonce ce chef indigène. Les inspections ne sont pas suffisantes de nos jours parce que les populations non indigènes font ce qu'elles veulent. Après avoir mis le feu, elles accusent les peuples indigènes, mais nous n'avons pas cette mentalité. Les peuples indigènes sont ceux qui préservent la nature. Et il faut savoir que 60% de la surface de l'Amazonie se trouve au Brésil. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en 2 parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. Compas sans frontières. Compas sans frontières. Tous les samedis soirs 18h. Sur la THM, la télé à votre la image. Télé à votre image. Avec des vents soufflant à 185 km/h, l'ouragan Dorian est devenu majeur de force 3 sur une échelle de 5 et a déclenché tout un branle-bas de combat en Floride, cet état situé dans le sud-est de la République étoilée. Les Floridiens se sont rués sur les magasins et dans les stations de service où les files d'attente étaient vraiment longues. Le gouverneur de l'État, DeSantis, a même déclaré l'état d'urgence. On suit de près l'évolution de la situation dans les centres météorologiques de l'État et surtout du pays parce que l'ouragan devra toucher terre, la terre de la Floride, d'ici le début de la semaine prochaine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a pris la décision de suspendre le Parlement pour les 5 prochaines semaines. Une décision qui a soulevé l'ire des sujets de Sa Majesté, qui d'ailleurs a donné son approbation au Premier ministre pour la suite des choses. Écoutez ce récit. Pour beaucoup au Royaume-Uni, c'est une décision qui ne passe pas. Le choix du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement pour une durée de 5 semaines suscite fureur et indignation. Londres, Manchester, Édimbourg, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes mercredi pour dénoncer ce que certains appellent un coup d'État. Défendons notre démocratie, pouvait-on lire sur des pancartes. Les partisans de Boris Johnson louent au contraire une décision audacieuse.
La reine a publié une lettre approuvant la décision du Premier ministre. Le Parlement sera donc suspendu du 9 septembre au 14 octobre, les travaux ne reprenant donc que 15 jours avant la date du Brexit. Nous avançons sur un nouveau programme législatif, sur la sécurité, les hôpitaux et sur le financement de l'éducation. Et il y aura tout le temps qu'il faut des deux côtés avant ce sommet européen crucial du 17 octobre. Suffisamment de temps pour que les députés débattent, pour le débat sur l'Union européenne, sur le Brexit et sur les autres sujets. La session du Parlement reprendra à cette nouvelle date avec le discours de la reine. Boris Johnson réduit ainsi le temps de l'opposition pour bloquer un Brexit sans accord. Ce que fait le Premier ministre, c'est une sorte de hold-up sur notre démocratie pour passer en force sur un Brexit sans accord. Une pétition sur Internet s'opposant à la décision du Premier ministre a déjà recueilli plus d'1 million de signatures. C'est incroyable de voir cette reprise de contrôle. L'une des premières choses que Boris Johnson fait en tant que Premier ministre, c'est de suspendre la démocratie parlementaire. De quelque bord qu'on soit, conservateur, travailliste, libéral, pour ou contre le Brexit, il faut qu'on se sente très préoccupé par ce qui se passe. Par ailleurs, toujours concernant cette actualité, l'opposition à la Chambre des communes britannique s'est déchaînée, allant jusqu'à parler de coup d'État. Suivez ce reportage. Le chef du Parti travailliste a été parmi les premiers à dégainer contre la décision de Boris Johnson de suspendre pour plus d'1 mois le Parlement à partir de la 2e semaine de septembre. Ce que fait le Premier ministre est une sorte de vol à main armée de notre démocratie pour forcer une sortie sans accord de l'Union européenne. De quoi a-t-il si peur pour suspendre le Parlement et l'empêcher de discuter de ces questions ? La chef des libéraux-démocrates, Jo Swinson, parle de lâcheté alors que la première ministre écossaise Nicola Sturgeon évoque une sombre journée pour la démocratie. Dans les rangs des conservateurs, l'ancien ministre des Finances Philip Hammond dénonce, lui, un scandale constitutionnel et le président de la Chambre basse du Parlement, John Bercow, partage la même analyse. Boris Johnson explique avoir besoin d'unité dans ces dernières semaines de négociations qu'il conduit avec Bruxelles. Mina Andreeva est la porte-parole de la Commission européenne. Nous ne commentons pas les procédures politiques internes de nos États membres et nous n'allons pas non plus spéculer sur ce que cela signifie pour les procédures parlementaires du Royaume-Uni. C'est au Royaume-Uni de répondre. Les députés britanniques ont rejeté à 3 reprises l'accord de sortie de l'Union européenne tel qu'il a été conclu après 2 ans de négociations avec le gouvernement de Theresa May. Les violons diplomatiques sont restés désaccordés après le sommet du G7 qui s'est tenu à Biarritz en France sur le retour du G8 avec autour de la table de réunion la Russie de Vladimir Poutine. C'est le président français Emmanuel Macron qui est venu l'annoncer. Le président américain Donald J. Trump qui portait ce dossier d'y réfléchir à l'idée d'inviter de son propre chef Vladimir Poutine lors de la prochaine rencontre qui a lieu en Floride aux États-Unis l'année qui s'en vient. Explications, commentaires, suivez ce reportage. Pas de retour au G8, la Russie reste persona non grata malgré la pression de Donald Trump qui dit ne pas exclure d'inviter seul Vladimir Poutine l'an prochain en Floride. C'était l'une des questions abordées par les dirigeants. Elle n'a pas fait l'objet d'un consensus, a affirmé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en solitaire lundi soir en clôture du G7. C'était une très bonne discussion, mais vous savez que la règle implicite du G7, c'est que tout le monde soit d'accord. C'est l'unanimité en particulier pour inviter un nouveau membre. Et je crois qu'il y a eu une discussion qui a permis de dégager le fait que tant que certaines situations, comme ce qui s'était passé au Royaume-Uni, et surtout tant que la crise ukrainienne n'était pas réglée, il n'était pas opportun d'officialiser un retour au G8. Donald Trump a fait face aux conditions françaises ainsi qu'à l'opposition ferme du Canadien Justin Trudeau, réaffirmé à Biarritz. J'ai affirmé clairement que le Canada ne soutenait pas la réintégration de la Russie dans le G7. La Russie doit encore modifier le comportement qui a conduit à son expulsion en 2014 et ne devrait donc pas être autorisée à réintégrer le G7. L'agression et l'annexion illégale de la Crimée sont totalement inacceptables.
La Russie avait été exclue du groupe des 8, sommet informel réunissant chaque année les dirigeants des économies les plus avancées de la planète. En 2014, à l'initiative de Barack Obama, en réponse à l'annexion de la Crimée la même année, jugée illégale par les pays. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Compas sans frontières. Compas sans frontières. Tous les samedis soirs, 18h. Sur la THM. La télé à votre image. La télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en 2 parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité. Sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. L'actualité, chers amis téléspectateurs, nous emmène en Haïti où le président de ce pays, Jovenel Moïse, a fait choix de Normil Rameau, ancien patron de la DCPJ, pour remplacer Michel-Ange Gédéon à la tête de la police nationale de ce pays. Monsieur Rameau, avant sa nomination, était ministre conseiller aux affaires militaires à l'ambassade d'Haïti à Washington, D.C. On écoute un extrait de son discours d'investiture. Poussé par le désir de servir mon pays, j'ai accepté de travailler dans des régions où le devoir m'appelait. Aujourd'hui, devenu directeur général de la police nationale d'Haïti, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République. La confiance que vous avez placée en moi, Excellence, ne sera pas déçue. En attente de ma ratification par devant le Sénat de la République, il ne peut être question de m'enorgueillir d'une expérience et d'un passé qui me précède auprès de vous, honorables sénateurs. Il est plutôt de mon devoir de soumettre à votre sagacité une vision et un plan pour une dynamique nouvelle de prise en charge de la sécurité publique qui garantisse à la fois la paix des rues et la tranquillité des citoyennes et des citoyens. Il n'y aura bien entendu pas de formule miraculeuse. Je serai de ce fait ouvert à vos suggestions et vos propositions. Et la même ouverture conduisant à ma ratification animera mon action pendant toute la durée de mon mandat. La bonne nouvelle au magazine aujourd'hui, ça concerne la santé, ça nous concerne tous et toutes. Une prescription comme ordonnance à la pharmacie pour fruits et légumes. C'est une nouvelle vieille que nous réactualisons ici à la télévision haïtienne de Montréal, tellement la santé est importante. Imaginez un instant, vous passez à la pharmacie, récupérez une ordonnance pour aller acheter des fruits et légumes. L'ordonnance, c'est une série de coupons que votre pharmacien vous remet pour aller faire vos emplettes gratuitement. Vous pensez que je suis en train de vous raconter une histoire, une blague comme ça? Non, non, c'est d'actualité, c'est fait à New York, mesdames, messieurs, où dans un programme Pharmacy to Farm, on permet aux gens de passer récupérer une sorte d'ordonnance à la pharmacie et d'aller faire des emplettes et d'aller acheter des fruits et légumes. Ces genres d'ordonnances, c'est une forme de ticket pour le paradis, on va dire ça comme ça, vous comprenez, qui vous met à l'abri de plein de maladies, telles le cancer par exemple, l'hypertension artérielle. C'est une initiative, je devrais dire,
qui s'adresse aux foyers à revenus modestes. Et c'est une façon de conjuguer bien-être, achat et production locale. Pourquoi nous ramenons cette nouvelle dans l'actualité? Parce que nous trouvons que c'est une initiative assez louable et que la ville de Montréal pourrait imiter. Et ça pourrait faire le bonheur de plein de gens. Et Dieu seul sait que nous avons des foyers ici à revenus modestes. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, le magazine Le Monde en 30 minutes. Un rappel des titres à l'instant. Vente d'Air Transat à Air Canada. OK, dit la Cour supérieure du Québec. Sommet du G7, résumé. Critique de la délégation états-unienne. Feu en Amazonie. Le Brésil dit oui à une aide étrangère, mais pose ses conditions. Coup de tonnerre politique en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Boris Johnson suspend le Parlement britannique. Et puis en Haïti, le président Jovenel Moïse fait choix de Normil Rameau pour remplacer Michel-Ange Gédéon à la tête de la police nationale de ce pays. Merci infiniment de votre fidélité à l'écoute de votre THM. Excellente suite de programmes et à la prochaine.